Merci Isabelle, merci à la commune de Saint-Julien-en-Genevois, merci à Madame le maire, Madame le député de nous accueillir ici et merci à vous, public, donc de nous écouter. Alors je suis Jonathan et avec Sixtine ici présente, nous représentons l'association Sinuseo. Vous allez entendre à mon accent, je ne suis pas vraiment du coin, je viens de l'autre côté du massif du Jura, on est franc-comtois. Et en fait, l'association Sinusio, c'est une association d'hydrobiologistes issue du master de Besançon en hydrobiologie et qui rassemble en fait tout un tas de professionnels qui travaillent dans le domaine de l'eau, que ce soit dans des bureaux d'études, des structures territoriales, des fédérations de pêche, l'administration française, etc. Donc on a acquis un panel de compétences qui nous permettent de répondre à pas mal de questions. Et une des actions de Sinusi, c'est la sensibilisation au gros public, aux problématiques liées à l'eau et au milieu aquatique. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, eh bien, c'est dû en partie à une demande initiale d'un président d'association de pêche qui voulait qu'on explique à ses administrés eh bien, quelles étaient les raisons, pourquoi, alors qu'il pleut toujours autant, on en a parlé, la pluviométrie elle ne change pas, surtout en Franche-Comté, nous on a une des régions les plus arrosées de France. Pourquoi alors qu'il pleut toujours autant ? Pourquoi alors que les prélèvements d'eau ne changent pas drastiquement depuis 30 ans, hein, ça reste quand même assez similaire. Et bien pourquoi on a des cours d'eau chez nous, en Franche-Comté, mais même chez vous, on en a parlé, qui sèchent? Pourquoi est-ce qu'on a des assecs? Nous, on a un cours d'eau qui a le nom d'un département, le Doubs, qui se retrouve sec chaque année, en ce moment, depuis, sur des kilomètres et des kilomètres depuis 5 ans. Alors, il sèche naturellement de temps en temps, mais là, maintenant, les assecs sont de plus en plus intenses. Alors, on nous a demandé d'expliquer pourquoi. Et c'est donc l'objectif de la restitution d'aujourd'hui. Alors, notre exposé va se dérouler en 3 étapes. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment devrait fonctionner un cours d'eau naturel et les atteintes qu'il a subies au cours du temps. Ensuite, Sixtine, ici présente, vous expliquera les conséquences que ces atteintes physiques peuvent avoir sur plein de paramètres. Et enfin, je reviendrai vers vous pour vous proposer les solutions adaptées et efficaces pour recharger, pour redonner de l'eau dans nos rivières. Donc, à la fin de tout ça, si vous avez des questions et des réponses, je vous prie de les garder pour nous les poser à l'issue de cette conférence. Alors, pourquoi nos rivières et nos nappes d'accompagnement s'assèchent-elles? C'est la question qui nous avait été posée. Eh bien, pour comprendre pourquoi ça s'assèche, il faut comprendre comment ça fonctionne. Un cours d'eau, quand vous vous baladez au bord d'une rivière, sous vos pieds, dans la plaine inondable, dans sa zone inondable, sous vos pieds, il y a de l'eau qui est stockée. Et il y a des grandes quantités d'eau qui peuvent être stockées. Dans 1 mètre cube de sol, il peut y avoir jusqu'à 300 litres d'eau qui sont stockés. Et quand vous êtes au bord de la rivière, en fait, le cours d'eau n'est que la partie visible de sa nappe d'accompagnement. C'est comme un peu un iceberg. Eh ben, l'iceberg qui dépasse, il a une partie cachée. Eh ben, c'est la nappe d'accompagnement. Donc vous voyez, ça représente des grandes quantités d'eau. Et si je passe à la diapositive suivante, vous voyez que cette eau stockée, c'est sur toute la largeur de la vallée. Donc cette diapositive, elle est assez importante puisqu'elle vous montre que dans une vallée, en son centre, généralement, il y a le cours d'eau qui coule. L'eau, elle obéit aux lois de la physique, elle cherche toujours à couler vers le point le plus bas. Et en plus, ces vallées, elles ont été formées par l'érosion des glaciers et l'érosion de l'eau. Donc c'est elle qui est la cause de tout ça. Mais attention, je vous parle de ça il y a des milliers et des milliers d'années. Quand ici à Saint-Julien, il y avait un glacier, eh ben, après, il y a eu des cours d'eau qui étaient présents et qui avaient des débits très, très importants, donc qui ont permis de déposer tout un tas de cailloux dans le fond. Et après, petit à petit, les débits se sont calmés et ça a donné cette rivière, une image de cette rivière. Donc, un cours d'eau naturel, il doit, en fonction de la pente aussi, faire des petites sinuosités. Alors, plus la pente est faible, plus les sinuosités, elles sont marquées. À l'inverse, un cours d'eau qui est très pentu, enfin une vallée très pentue, aura un cours assez rectiligne. Donc après, il y a toutes les déclinaisons entre tout ça. Et en fait, pour revenir à nos histoires avec la nappe, eh ben, la nappe d'accompagnement a des échanges permanents avec le cours d'eau. On dit toujours que quand il pleut, ça va recharger les nappes. C'est vrai, c'est une expression qui est vraie, puisque c'est la rivière qui va amener de l'eau à la nappe. Et à l'inverse, quand il ne pleut pas, qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours de l'eau dans nos rivières alors que les sources sèchent? Eh ben, c'est la nappe qui va amener de l'eau fraîche à la rivière. Donc il y a vraiment un équilibre constant entre rivière et nappe d'accompagnement. Et vous voyez, le cours d'eau, la plupart du temps, il coule dans ce qu'on appelle son lit mineur.
Maintenant, quand de temps à autre, ça arrive, il y a ce qu'on appelle des crues, donc une précipitation un peu élevée, et un cours d'eau naturel qui fonctionne bien, qui a un bon fonctionnement, il doit pouvoir sortir de son lit au moins 1 à 2 fois par an. Quand je dis sortir de son lit, c'est pas venir inonder toute la vallée, c'est monter sur la berge de quelques mètres, avoir une emprise de quelques mètres, juste ce qu'il faut pour qu'il puisse dissiper son énergie. Et en faisant ça, eh ben, ça va permettre également aux nappes de se recharger de façon plus importante. Et vous voyez sur le côté, sur ce dessin, il y a des dépressions qui figurent. Ces annexes fluviales sont en fait des zones où la nappe elle affleure. La nappe elle est juste en dessous, donc on a des zones qui sont très humides, et on appelle ça d'ailleurs les zones humides. Et ces zones humides, elles sont indispensables au bon fonctionnement de la rivière, puisqu'elles permettent de stocker de très très grandes quantités d'eau quand il pleut, et de la restituer très doucement quand il ne pleut pas. Donc on comprend très vite le fonctionnement. Quand maintenant on a des assecs, des périodes sans précipitation en été qui durent peut-être un peu plus longtemps, eh ben c'est ces zones humides qui permettent à la rivière de donner de l'eau. Donc quand il pleut, vous voyez, ça se recharge. Des fois, ça forme même des petits lacs, des petits étangs, des mares qui gonflent. Et de temps à autre, eh ben, il y a des crues un peu plus exceptionnelles. Une fois tous les 10 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans, 1000 ans. Il y a des crues milléniales qui arrivent statistiquement une fois tous les 1000 ans. Et là, eh ben, la rivière, elle reprend ses droits. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, la vallée, elle a été creusée par la rivière. Donc son lit majeur, elle lui appartient quelque part. Donc c'est normal qu'un cours d'eau, c'est totalement naturel qu'un cours d'eau reprenne l'espace qui lui est disponible. Ça m'amène à une question un peu philosophique, mais quand on construit dans le lit majeur des rivières, il faut savoir que tout le monde, tous ceux qui ont une maison par exemple ici, s'exposent à ce qu'un jour ou l'autre, il y ait de l'eau chez eux. C'est inévitable. Alors ce ne sera peut-être pas dans les 100 prochaines années, mais un jour ou l'autre, quand on est dans le lit majeur d'une rivière, on s'expose à ce qu'il y ait de l'eau chez nous. Les anciens, ils le savaient. C'est pour ça que quand ils faisaient des constructions en général au bord des cours d'eau, ils ne vivaient pas au rez-de-chaussée, ils vivaient à l'étage. Et cette diapositive, elle est très importante aussi parce qu'elle vous montre que quand le cours d'eau il sort de son lit, eh ben, ça lui permet également de dissiper son énergie. L'énergie de la crue, il y a des débits très très importants qui sont mis en jeu. Eh bien, il faut savoir que cette énergie, elle est réduite à néant quand le cours d'eau sort de son lit. Vous avez déjà vu aux informations des images très impressionnantes de maisons qui sont sous l'eau avec les pompiers qui viennent sauver les gens qui sont sur les maisons. Mais quand vous regardez la rivière, il n'y a pas de courant. C'est comme un lac, en fait. Et donc, quand le cours d'eau sort de son lit, il dissipe son énergie, ce qui fait qu'il y a des gros débits, mais de très très faibles vitesses de courant. Et Sixtine vous expliquera en quoi c'est très important que ça se passe comme ça. Maintenant, quand on regarde ce qui se passe dans la rivière, on recentre maintenant sur le lit mineur. Un cours d'eau qui fonctionne bien, c'est un cours d'eau qui a une diversité de conditions de vie très importante, c'est-à-dire des zones de courant, des zones calmes, des zones profondes, des zones peu profondes, des substrats diversifiés. Ce que j'appelle substrat, c'est les cailloux qui sont au fond de l'eau. Donc ils aient plusieurs tailles, des gros galets, des petits graviers dans lesquels les truites peuvent frayer, des zones de sable et de dépôt dans les coins. Cette diversité de conditions de vie favorise la biodiversité. Quand vous avez beaucoup de diversité de conditions de vie, vous aurez à la fois beaucoup d'espèces de petits invertébrés, de poissons, et également en grande quantité. Ça, c'est très important. Point encore très important à retenir pour un cours d'eau qui fonctionne bien, je vous l'ai dit, il doit pouvoir sortir de son lit au moins 1 à 2 fois par an. Ça implique que ces berges, donc la berge, c'est vraiment l'interface entre sa zone inondable et le lit dans lequel il coule la plupart du temps, eh bien que cette berge, elle soit très faible. La plupart des cours d'eau, des petits cours d'eau, on va dire, jusqu'à 15-20 mètres de large, devraient avoir des berges qui ne dépassent pas 30 cm. Quand on a une berge qui ne dépasse pas 30 cm, eh ben, on a des arbres très adaptés à ces conditions qui peuvent s'implanter. Les aulnes et les saules dans nos régions eh ben, viennent structurer la berge via leur réseau racinaire. Les arbres sains que sont les aulnes qui ont les pieds dans l'eau, eh ben, avec leur réseau racinaire, ils vont venir fixer la berge. Et en fixant la berge, ils vont même créer des caches à poissons. Et on parlait de la truite tout à l'heure. La truite, typiquement, c'est une espèce, vous pouvez avoir la plus belle qualité d'eau du monde, l'eau déviant qui arrive dedans, les plus belles frayères du monde. Si vous n'avez pas ces cachettes, que ce soit les caches en berge ou les blocs dans lesquels elle peut se cacher, se réfugier, grossir, eh ben vous n'aurez jamais de grosses truites.
Donc, avoir une qualité physique importante, c'est indispensable pour la biodiversité. Et ce n'est pas qu'un schéma, puisque des cours d'eau comme ça, il en existe encore. Vous me voyez, c'est moi là, il pleut un peu, j'ai pas les cheveux en épi, et vous voyez que je suis debout au bord de la rivière, et mes pieds touchent l'eau. La berge, elle est inexistante. Donc vous comprenez assez facilement que le cours d'eau, dès qu'il y a un coup d'eau, il va pouvoir gonfler et venir inonder sur les côtés. Et du coup, il va dissiper latéralement son énergie. Vous voyez également que le cours d'eau, il est très diversifié, puisqu'on a ici une zone courante, une zone un peu plus calme et plus profonde. Après, il y a toute une succession, ça se répète, c'est un schéma qui se répète. Donc de nouveau une zone courante, une zone un peu plus profonde dans laquelle les poissons peuvent se cacher. Ici également, en bordure, comme je vous disais, la berge est tellement peu marquée que les zones ont pu développer un réseau racinaire important dans lesquels les truites peuvent trouver une cachette. Les pêcheurs le savent bien, s'ils vont à la pêche, là, il faut pêcher sous les racines. Et donc imaginez, je vous répète encore, le point essentiel, le niveau de la nappe, c'est le niveau de la rivière. Donc la nappe, elle est très proche du sol. Ça, c'est un petit ruisseau. Maintenant, je vous montre l'exemple d'un cours d'eau de chez nous, en Franche-Comté, qui était connu à l'échelle mondiale pour sa quantité de poissons. Les pêcheurs du monde entier venaient pêcher la loue. Et ici, sur cette diapositive du 19e siècle, vous voyez que, ce que je vous disais, les berges sont très peu marquées. On est en plein été, il y a du feuillage sur les feuilles, il y a des plantes aquatiques qui se sont développées. Donc on est en basse eau et pourtant la berge n'est que très peu marquée, elle est à peu près de 30 cm. Ça, c'est quand on la regarde, quand on est à peu près au bord. Maintenant, il y a des cartes de l'époque qui existent, les cartes d'état-major, qui ont été faites donc durant le 19e siècle pour l'armée, et qui nous montrent que la loue, c'est des cartes très précises, ce n'est pas des schémas de dessinateurs, c'est vraiment très très précis. Et on nous montre que la loue, à l'époque, elle avait plusieurs bras, des méandres très marqués qui se rejoignaient, qui se retrouvaient, qui se séparaient, des bras morts, des petits chenaux sur les côtés. C'était une diversité ahurissante, à tel point que le coin était tellement sauvage qu'il était admis de dire qu'on pouvait se perdre dans la loue. Et par contre, ça c'était plutôt la légende, maintenant un fait, c'est qu'à l'époque, il y avait des pêcheurs professionnels qui venaient dans la loue poser des filets tous les jours pour prendre des poissons et les vendre. Donc pendant très longtemps, la loue était une ressource économique importante pour la vallée. Et vous voyez que cette diversité d'écoulement, ce n'était pas juste sur un petit secteur, puisque à l'échelle de la carte, là, vous avez plus de 20 km qui sont concernés par cette diversité ahurissante. Je vous mets maintenant en dessous la carte actuelle, donc la basse loue, telle qu'elle peut être actuellement. Vous voyez, sur la diapositive du bas, on n'a plus beaucoup de méandres. On n'a plus ces divers bras qui se rejoignent, qui se recoupent, qui se séparent. On a un seul chenal monotone, plus ou moins rectiligne à des endroits. Il y a encore quelques méandres qui subsistent, quelques bras morts qui sont encore là. Mais globalement, tout est intégré dans un seul chenal. Et pire encore, puisqu'on parle de ressources en eau, quand on se balade au bord de la loue, vous voyez, ça ne ressemble pas beaucoup à la photographie que je vous ai montrée du 19e siècle. Quand vous êtes sur le pont, là, vous voyez un test à faire. C'est ça que j'ai oublié de vous dire. C'est un cours d'eau qui fonctionne bien. C'est un test très facile à faire pour vous. Si vous vous baladez au bord d'une rivière, si vous voulez savoir si le cours d'eau il peut dissiper facilement son énergie, il peut facilement sortir de son lit, vous vous asseyez sur la berge et vos pieds ils doivent toucher l'eau. Peu importe le temps, surtout en basse eau, même en étiage, en plein été, vous vous asseyez sur la berge, vos pieds doivent pouvoir toucher l'eau. On pouvait le faire au début du 19e siècle. Maintenant, si vous venez là, que vous asseyez au bord de la berge, je vous prie de faire très attention puisque vous risquez de tomber. Il y a 3 mètres de berge. Il y a plus de 30 cm, donc il y a 3 mètres. Vous voyez que les arbres, en plus, ils ne touchent pas à l'eau. Je vous avais parlé de l'encorbellement, du réseau racinaire qui crée des caches pour les truites. Mais là, les arbres, ils sont perchés, ils sont 3 mètres au-dessus du niveau d'eau. Vous voyez que la rivière, en plus, elle est totalement rectiligne. Des largeurs monotones, des vitesses de courant monotones, des profondeurs monotones. Ça ne favorise pas la biodiversité, tel point que maintenant, il n'y a plus de pêcheurs professionnels sur la basse-loue, il n'y a même plus de pêcheurs. Qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là? Comment ça se fait qu'en moins de 100 ans, la rivière a été autant transformée? Ce n'est pas la nature, vous devez commencer à le comprendre depuis ce début d'après-midi. C'est l'homme qui a provoqué ces modifications.
l'homme a chenalisé la Loue. C'est-à-dire qu'il a mis tout ce qui coulait dans le trait bleu qui avait été forgé par la nature, il l'a mis dans un canal artificiel rectiligne de même largeur qui figure en rouge sur cette diapositive. Et ça encore, ça n'a pas été fait sur juste 500 mètres. Dès 1860, cette carte, elle date d'à peu près 1860, ça a été entrepris sur des kilomètres et ça a été parachevé durant les années 60-70, pendant une période qu'on appelle le remembrement agricole, où à l'issue de la guerre, l'État français a voulu relancer l'agriculture, favoriser un développement agricole très intense et réaménager les territoires. L'objectif était double. En fait, on voulait refaire des parcelles un peu plus grandes, gagner des terres cultivables et éviter les inondations. Donc comment ils ont fait pour regagner de l'espace agricole ? Ils se sont dit que tous ces bras à gauche, à droite qui se rejoignent, qui prennent une place considérable, c'était plus d'1 kilomètre de large, si on met tout dans un chenal, on peut cultiver plus près du bord. Et en plus, les terres qui jouxtaient cette rivière, comme je vous l'ai dit, vu que la nappe était très proche, c'était humide. Et ce qui était humide paraissait inculte. On appelait ça les terres incultes à l'époque. Et donc, il fallait les assainir. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a creusé la rivière. On l'a creusée parce qu'on savait schématiquement à l'époque qu'il y avait un lien entre la nappe et le cours d'eau, et la forme du cours d'eau. Donc, ils se sont dit, si on creuse plus la rivière, ça va assécher les terrains. Et on va pouvoir cultiver. Et en plus, ils ont drainé donc, les terres qui étaient sur les côtés. Vous l'avez sans doute vu autour de chez vous, il y a beaucoup de fossés, de drainage qui sont là pour évacuer l'eau des sols. Donc tout était fait pour retirer l'eau du sol. Et en même temps, protéger des inondations, puisque si on crée un chenal d'un très grand gabarit, donc on l'enfonce, on l'élargit, le cours d'eau il peut moins déborder. Donc on se dit s'il peut moins déborder, ça va moins craindre pour les habitations qui sont à côté. Donc tout était fait pour évacuer l'eau. Alors j'anticipe tout de suite des questions. À l'époque, ce n'était pas vu comme une bêtise et il faut se remettre dans la tête des personnes de l'époque. On voyait ça comme un progrès et c'était l'objectif de l'époque de gagner des terres agricoles, de protéger des inondations. On n'imaginait pas encore toutes les conséquences que Sixtine va vous proposer. Un exemple un peu plus local pour vous, j'en ai assez parlé de ma Franche-Comté, c'est le Rhône à Cartigny. Donc, ce n'est pas très loin de chez vous. Et vous voyez sur cette diapositive qu'on peut retrouver, sur cette photographie qu'on peut retrouver à la bibliothèque de Genève, que le Rhône, un peu comme la Loue, il était quand même très diversifié, puisque vous voyez qu'il y avait des îles, divers bras, plus ou moins boisés, et surtout une hauteur de berge qui était très peu prononcée. On imagine assez bien, j'ai pas les mesures, mais on imagine assez bien que dès qu'il y a un coup d'eau, le Rhône, à ce moment-là, il peut sortir de son lit pour venir inonder les champs, ce qui permet de stocker de l'eau, rendre cette eau doucement pendant l'été, etc., etc. Et vous voyez enfin sur cette photographie aérienne qu'il y avait des méandres, dont un très grand qui était présent à Cartigny. Quand vous regardez maintenant le Rhône à Cartigny, ça a plutôt cet aspect-là. Donc je vais revenir sur ma photographie aérienne. On a fait figurer en pointillé le tracé ancien, et vous voyez que le méandre il a été totalement coupé, qu'il n'y a plus d'île, que tout tient en un seul chenal monotone de même largeur, avec la même profondeur, avec les mêmes vitesses de courant. C'est très, 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 très monotone. Et si vous vous baladez par là-bas, ici, je crois savoir que c'est une réserve naturelle maintenant, qui n'est en fait plus que le fantôme d'elle-même, puisque avant, là où il y a maintenant des plans d'eau qui sont des affleurements de nappes, sans doute, la rivière passait. Et, fait très important, quand vous vous baladez au bord du Rhône, la berge, qui se situe ici, la jonction entre le lit majeur et le lit de la rivière, elle est là-haut, il n'y a plus 30 cm, 1 mètre, il y a plusieurs mètres. On voit que les poteaux électriques ils sont perchés très très haut. Donc ça a été fait pour faire aussi un barrage hydroélectrique pour produire l'électricité. On a enfoncé la rivière pour créer une chute. Et ça, je vous ai donné quelques exemples, mais il faut bien se rendre compte que ça a été fait à très très large échelle. Je peux vous dire que la très très grande majorité des cours d'eau français, suisses et même européens ont subi ça. Je ne peux pas vous donner de chiffres exacts, mais j'estime à plus de 90% des cours d'eau qui ont été un jour modifiés, soit directement, soit indirectement par l'homme. Et maintenant, donc je vous ai dit encore une fois, à l'époque, on n'imaginait pas toutes les conséquences que ça allait avoir, donc ce n'était pas vu comme une bêtise, et il ne faut pas dire que c'est forcément une bêtise. Maintenant, il va falloir
expliquer quelles conséquences ça a. Et je laisse la parole donc à Sixtine qui va vous montrer ça. Merci. Donc après cette présentation de Jonathan sur les dysfonctionnements observés sur les milieux aquatiques, nous allons maintenant nous attarder aux conséquences. Pardon, oui, c'est l'inverse. Conséquences qui vont porter sur plusieurs compartiments. Donc le compartiment hydraulique, la thermie, le compartiment morphologique, la ressource en eau et enfin les conséquences sur la biologie. Donc vous avez ici un cours d'eau qui est à l'état d'origine, c'est-à-dire qui n'a pas été modifié par l'homme. Donc comme l'expliquait Jonathan, donc c'est un cours d'eau avec ses méandres, une largeur peu importante, une profondeur également peu importante, ce qui permet en période de crue d'avoir une montée assez progressive de l'eau et le fait que le cours d'eau avec ses nombreux méandres a la possibilité de déborder en période de crue assez facilement. Donc il peut dissiper son énergie de crue sur les bords, notamment sur ces zones humides par exemple ou des zones forestières par exemple, des zones sans enjeu. Donc toute cette eau qui a pu se stocker ici permet finalement de préserver l'agglomération qui se situe ici à l'aval et qui se retrouve du coup préservée et n'a pas d'inondation connue. Et à l'inverse, en période de décrue, on va avoir une descente de l'eau qui va se faire de manière également très progressive. Et donc, c'est à la même manière que la montée des eaux, c'est que ça se fait très doucement et également en décrue, ça va se faire également très progressivement. Et en bas, vous avez ici un cours d'eau qui a été aménagé par l'homme. Donc, on l'a mis au droit, on l'a ce qu'on appelle rectifié. On a supprimé les méandres. On l'a élargi, on l'a creusé. Donc, on a voulu gagner finalement de la surface. Alors là, ici, par exemple, c'est de la surface agricole, mais on peut aussi mettre en comparaison tout ce qui est surface urbanisée. On a voulu gagner de l'espace à proximité des cours d'eau. Mais le problème, c'est qu'en période de crue, donc on va avoir une montée des eaux qui va se faire très rapidement parce qu'il n'a pas cette possibilité de déborder. Et le souci, c'est que quand il va arriver au niveau d'une agglomération, par exemple, eh bien, c'est à cet endroit-là qu'on va avoir un point de blocage. Donc, par exemple, ici, au niveau d'un pont, donc le cours d'eau va taper dans ce point de blocage et du coup va déborder à ce niveau-là et sur des secteurs là où on a des enjeux importants et provoquer par conséquent des dégâts matériels et même parfois humains comme on peut l'observer parfois aux informations malheureusement. Et à l'inverse, en période de décrue, on va avoir une descente de l'eau qui va se faire également très rapidement. Et maintenant, c'est ce qu'on observe sur la majorité des cours d'eau, c'est ce phénomène de chasse d'eau. On va avoir une montée très rapide et une descente également très rapide, alors qu'avant, ça se faisait de manière beaucoup plus progressive. Et du fait que le cours d'eau n'a plus cette capacité de débordement, il ne peut plus dissiper son énergie de crue. Donc c'est vraiment des débits importants. C'est comme si on avait augmenté sa section d'écoulement. Donc forcément, on aura un débit beaucoup plus important qui va faire plus de dégâts. Alors les conséquences sur la morphologie, vous avez ici une image d'un cours d'eau avec notamment un arbre qui est ici en bordure avec ses racines complètement à nu. Donc ça, c'est pas quelque chose de naturel. Un arbre ne va jamais pousser avec ses racines à nu comme ça. Donc ça veut dire qu'il y a pas si longtemps, il y avait encore une berge à ce niveau-là. Et le problème, c'est que le cours d'eau a emporté sa berge parce que sur ce cours d'eau un petit peu fatigué, eh bien, il n'a plus sa capacité de débordement. Donc, s'il ne peut plus déborder, donc forcément, il a une énergie de crue importante et donc il va grignoter progressivement ses berges de crue en crue. Mais le souci, c'est que c'est un cercle vicieux parce que moins il peut déborder, plus il va grignoter ses berges, mais plus il va grignoter ses berges et moins il va pouvoir déborder. Donc voilà, c'est le cercle vicieux et puis c'est un phénomène du coup qui s'auto-entretient dans le temps.
Et là, si on revient aussi sur la capacité d'accueil du cours d'eau, là, ça devient quelque chose de beaucoup moins attractif pour le poisson, parce qu'avant, on avait de l'eau et une berge, mais là, il n'y a plus d'eau, donc plus de poissons pour s'abriter. Et le problème, c'est que ces arbres avec les racines à nu de cette manière, c'est que, par exemple, au moindre coup de vent, eh bien, ils vont tomber, ils vont être déstabilisés. Pas forcément en raison d'une maladie, mais du fait qu'il est sur une berge assez instable. Alors sur des milieux forestiers, ça ne va pas forcément poser problème, mais le souci, c'est que ça va rarement rester en place, et à chaque crue, ça peut être emporté à l'aval et arriver notamment au niveau des agglomérations, donc par exemple au niveau des ponts, et ça peut provoquer des dégâts qui peuvent coûter cher au sein de la collectivité notamment. Autre conséquence sur la morphologie, c'est ce qu'on appelle l'incision. Donc l'incision, en fait, ça va être ce qu'on appelle en fait l'enfoncement du cours d'eau. Donc du fait que le cours d'eau ne peut plus déborder, il va aussi gratter le fond de son lit progressivement, crue après crue, parce qu'il a une énergie assez importante, et donc il est obligé finalement de grignoter ses berges et de grignoter le fond, parce qu'il ne peut plus déborder. Et donc parfois l'incision, elle est très très importante, elle peut même atteindre des couches assez dures, imperméables, et des fois c'est un phénomène qui se voit vraiment assez rapidement, parce qu'on peut observer des arbres qui sont en position haute des berges, et selon l'âge de l'arbre, eh bien on peut estimer le temps d'incision du cours d'eau. Donc là, c'est pareil, c'est aussi un phénomène qui va s'auto-entretenir, parce que moins le cours d'eau pourra déborder, plus il va grignoter son fond, et plus il grignote son fond, moins il pourra aussi déborder. Donc à nouveau, un phénomène qui s'auto-entretient. Alors ici, vous avez un exemple de l'incision et de l'érosion, c'est le captage sur l'Ain en amont de Pont-de-Poite. Donc, si on avait un cours d'eau qui fonctionnait très bien, eh bien, on aurait donc le niveau d'eau qui se situe très proche du niveau de la berge. Hein. Et comme le cours d'eau, c'est la partie visible de la nappe, on l'a dit, eh bien, si on tire un trait au droit, on pourrait estimer que le niveau de la nappe se situe très proche en dessous du niveau du sol. Mais ce qu'on observe, c'est pas du tout ça. C'est une berge très marquée, à environ 3 mètres, et donc un niveau d'eau qui se situe ici. Et donc si on tire un trait au droit, eh bien on peut estimer que le niveau de la nappe se situe 3 mètres en dessous du niveau du sol. Alors que là, on n'est pas du tout en situation estivale, en situation d'étiage. Hein. Là, on est en plein hiver, on n'a pas de feuilles sur les arbres. Donc, c'est une situation assez alarmante, et à tel point qu'un jour, on va atteindre la couche imperméable, et en fait, le captage ne sera plus du tout exploitable, en tout cas en période de sécheresse, parce qu'on n'aura plus du tout d'eau au niveau de ce captage. Et c'est même parfois ce qu'on observe sur certaines communes qui sont obligés de se ravitailler en camion-citerne l'été. On en voit de plus en plus. Donc vous avez ici une coupe en travers d'un cours d'eau. Donc pour rappel, un cours d'eau qui fonctionne avec des berges très peu marquées. Et comme le cours d'eau, c'est la partie visible de la nappe, donc on peut estimer que la nappe ici, elle prend toute cette place et est très proche en dessous du niveau du sol. Donc les affluents également sont connectés avec cette nappe. Et au niveau de la température, ce qu'il faut savoir, c'est que la nappe, en fait, c'est une eau à 12 degrés toute l'année, été comme hiver. Donc, on a sur un cours d'eau qui fonctionne des échanges permanents entre la nappe et le cours d'eau, un temps d'échange assez important, ce qui permet d'avoir une eau fraîche toute l'année, même en été, donc lorsque les conditions deviennent plus difficiles, notamment pour la faune piscicole, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a certaines espèces qui sont très sensibles à la température de l'eau, notamment la truite dont on a parlé, qui, au-delà de 19 degrés, est en mode survie. Donc là, sur un cours d'eau qui fonctionne, eh bien, on a une température fraîche, même en été, qui permet le développement et la survie des espèces.
Sur un cours d'eau dégradé, eh bien, on a des berges très marquées, une largeur importante, et donc, comme le cours d'eau, c'est la partie visible de la nappe, eh bien, on a une nappe qui est très en dessous du niveau du sol. Et à tel point qu'un jour, elle atteindra la couche géologique imperméable. Ça veut dire qu'en été, eh bien, le cours d'eau sera totalement sec. C'est même d'ailleurs le cas sur certains affluents ici schématisés. Et ici, du coup, on a des temps d'échange qui sont peu importants entre la nappe et le cours d'eau, ce qui fait qu'en période d'été, eh bien, les eaux vont avoir tendance à se réchauffer. Et là, on a des conditions beaucoup plus limitantes pour les espèces sensibles telles que la truite. Également, le sujet très important que Jonathan a évoqué également, c'est les zones humides. Donc les zones humides, on le rappelle, c'est ces éponges qui vont permettre de stocker l'eau en période de crue et la restituer en période de sécheresse. Et donc, à l'origine, ce qu'il faut savoir, c'est que ces zones humides recouvraient environ 23% du territoire, soit environ 13 millions d'hectares à l'échelle nationale. Donc là, ça, c'est les données du ministère de la Transition écologique. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a seulement 6% du territoire classé, répertorié en zone humide, ce qui représente environ 3,5 millions d'hectares. Donc, on a divisé par 4 la surface de ces zones humides. Et donc, c'est comme si, en fait, on avait pris une éponge, on l'a divisée par 4, on en garde seulement un quart. Donc en période de pluie, eh bien, elle va forcément moins stocker d'eau. Et en période de sécheresse, quand on va avoir besoin d'eau, si on appuie dessus, on aura moins d'eau restituée au milieu. Donc voilà, c'est une donnée qui est assez alarmante, mais du fait qu'on a aménagé les cours d'eau, on a drainé, on a artificialisé toutes ces zones et on a perdu la connexion avec ces zones humides. Donc au total, 75% de ces zones humides ont été détruites, mais aussi ce qu'il faut retenir, c'est que 41% de celles qui restent continuent aussi d'être dégradées parce qu'on continue aussi de drainer, d'aménager les cours d'eau. Et c'est également un phénomène qui s'auto-entretient parce que la rivière qui a tendance à s'inciser, à s'enfoncer, eh bien, perd progressivement aussi la connexion avec ces zones humides. Donc voilà, c'est aussi un cercle vicieux sur ces zones humides. Et enfin, les conséquences sur la biologie, c'est qu'on a des cours d'eau, comme l'a expliqué Jonathan, donc à l'état naturel avec cette diversité de vitesse, de profondeur, d'habitat. Et avec cette diversité des conditions de vie permet d'avoir une diversité et une quantité importante d'invertébrés et de poissons. Mais sur un cours d'eau aménagé par l'homme, donc on aura quelque chose d'assez homogène, avec des courants uniformes, des profondeurs uniformes. On n'a plus du tout d'habitat propice au développement des espèces. On a les arbres qui sont déconnectés, on n'a plus de cache. Donc ce qui va rester dans ce cours d'eau, c'est uniquement des espèces hyper résistantes et en quantité assez faible. Donc des invertébrés en faible quantité, des poissons également en faible quantité. Et tout ce qui est plus sensible aura tendance à disparaître malheureusement. Mais par rapport à ce constat, on va quand même terminer sur des notes un peu plus positives parce que donc il existe bien sûr des solutions à ces phénomènes. Et donc je vais passer la parole à Jonathan qui va nous présenter ces solutions. Merci Sixtine. Alors effectivement, on était un peu négatif jusque-là, on va terminer sur une note positive. Donc tout ce qui a été entrepris par l'homme et toutes les conséquences qu'on a pu constater, elles peuvent être enrayées si on se donne les moyens de le faire. Puisque on peut avoir des solutions efficaces et durables, mais il faut entreprendre des projets très ambitieux. Et en fait, quand on veut rétablir l'ensemble des processus naturels d'une rivière, d'un écosystème, ça a un nom, ça s'appelle restaurer. Il n'y a pas d'autre mot. La restauration, c'est le rétablissement optimal des conditions naturelles d'un milieu. Et donc, pour restaurer, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Il faut passer d'un état
actuel dégradé à un état originel ou proche de l'origine, donc projeté beaucoup plus fonctionnel. Et pour ce faire, il faut boucher totalement le lit dysfonctionnel. On rebouche totalement, ça ne marche pas, ça se creuse, ça s'auto-entretient, ça s'érode, ça ne marche pas. Et en lieu et place des anciens méandres, ou alors on en retrace certains de gabarits équivalents dans le fond du lit, dans le fond de vallée, parce que je vous l'ai dit, l'eau elle cherche toujours à aller vers le point bas, donc c'est dans le fond de vallée qu'on refait des méandres. Donc il y a des calculs hydrauliques très savants qui permettent de faire ça, mais quand on a des anciennes cartes avec des anciens méandres ou même des traces sur le terrain, c'est plus facile. Donc en lieu et place des anciens méandres, on va faire ce qu'on appelle un lit guide. Donc c'est un tout petit chenal volontairement sous-dimensionné pour laisser la possibilité à la rivière de recréer par elle-même ses habitats de façon dynamique. Pour simplifier, on sait très très bien casser l'environnement, on sait très très bien casser les cours d'eau, mais personne ne sait les refaire. Il n'y a qu'une rivière qui peut se recréer par elle-même. Donc nous, ce qu'on se contente de faire, c'est de lui laisser la possibilité de le faire, de lui donner le petit coup de pouce nécessaire à ce qu'elle reprenne ses droits. Et donc, vous comprenez tout de suite que ce type de travaux ne peut pas être entrepris partout. En ville, ça ne marche pas. L'idée ici que je vous donne, c'est de remonter la nappe d'accompagnement. Et donc, pour ce faire, on a besoin d'une emprise latérale suffisante. On a besoin de pouvoir déborder plus fréquemment sur les côtés. Donc, ça nécessite une emprise latérale quand même conséquente. Donc, typiquement, on fait ça dans les champs, en forêt, etc. Mais pas en ville. Ça, c'est interdit par la loi. Parce qu'on n'a pas le droit d'augmenter l'aléa d'inondation pour une habitation. Et donc, en faisant ce lit volontairement resserré, la rivière, par elle-même, elle va regratter juste ce qu'il lui faut avec ses débits les plus courants pour se faire son gabarit d'équilibre. Et dès qu'il y aura un coup d'eau, dès qu'il y aura une crue, tac, elle va dissiper latéralement son énergie, elle ne va pas creuser le fond de son lit, elle ne va pas creuser ses berges, elle va vraiment profiter de l'espace qu'on lui redonne pour dissiper latéralement son énergie. Ce qui nous donnera un lit beaucoup plus fonctionnel et connectif. Et puis ce qui fait qu'aussi, on aura remonté le niveau du fond, c'est ce qu'on veut faire, c'est plus important encore que les méandres, c'est vraiment remonter le fond du lit pour éviter le drainage. Et donc, en faisant un lit serré, on va aussi réduire drastiquement le drainage de la nappe. Donc on aura de l'eau beaucoup plus longtemps, ça va s'écouler beaucoup plus lentement. Donc la nappe va remonter. On aura recréé également des conditions de vie diversifiées, donc on aura une biodiversité qui va spontanément recoloniser le milieu. Et comme la nappe va remonter, on va retrouver l'ennoiement naturel des sols. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on remet vraiment le système dans ses conditions naturelles. Donc naturellement, spontanément, il y a des herbes adaptées aux zones humides qui vont repousser. Il faut savoir que dans le sol, il y a une banque de graines qui est omniprésente. Donc si on fait des travaux, il n'y a pas besoin de replanter. Normalement, il y a la banque de graines du sol qui suffit à repousser toute seule. Et même quand il n'y a pas ça, la rivière, elle charrie des cailloux, elle charrie de la vie, mais elle charrie aussi des graines. Donc elle peut en disperser un peu partout lors des crues. Donc tout ça repousse spontanément et à terme, parce que l'image que je vous fais là, c'est pas au bout d'une année, au bout de quelques années, on a des arbres qui vont pouvoir redévelopper un réseau racinaire, donc typique des bords de rivière, donc les saules et les zones, et avec le réseau racinaire, refaire les caches dont on a parlé, recréer donc des conditions de vie optimales. Et cette diapositive, elle est aussi importante pour vous montrer quelque chose, c'est que on fait un projet de restauration, mais l'idée n'est pas de mettre sous cloche et d'interdire totalement les usages dans le fond de vallée. Non, c'est plus l'idée de repenser l'usage qu'on a de ce fond de vallée, puisque ce qu'on fait comme travaux n'est pas du tout contradictoire avec une activité agricole, par exemple. On peut conserver une activité agricole qui est compatible avec la restauration des zones humides, type la prairie de fauche ou la pâture. C'est plus compliqué pour la céréale, puisque des espèces comme le maïs, typiquement, elles n'aiment pas du tout avoir les pieds dans l'eau, mais elles aiment bien être arrosées fréquemment. Donc remonter la nappe, ça ne va pas le faire. Donc ça nécessite de réadapter le fond de vallée. Donc plutôt les vaches et la prairie de fauche dans le fond de vallée, et les céréales sur les coteaux. Ou les côtés, en tout cas hors du fond de vallée. Et ce petit schéma que je vous ai montré, ce n'est pas juste une élucubration, ça a été fait avec un exemple qui est un exemple local franc-comtois, on va dire, la vallée du Drugeon et sa restauration, mais qui a une portée nationale à plus d'un titre. Donc, portée nationale, déjà pourquoi ? Parce que c'est une des premières restaurations qui a été faite en France avec cette ambition. Donc le Drugeon, il faut savoir que dans les années 60, comme beaucoup de cours d'eau, ce que je vous racontais, il a été rectifié, il a été élargi, il a été enfoncé, tout ça pour gagner des terres agricoles et éviter des phénomènes d'inondation. Maintenant,
ce que ça a entraîné et ce qui est apparu assez rapidement, c'est qu'on s'est rendu compte que du coup, on avait une lame d'eau qui était très large. Vous voyez, la lame d'eau, elle s'est étalée dans son lit qui était trop grand. Donc là, il n'y a pas beaucoup de poissons qui peuvent circuler. On parlait des espèces de poissons. La truite, là, elle n'y trouve pas son compte. La loche, les toutes petites espèces, elles parviennent à se maintenir, mais pas des gros poissons comme la truite. Là, on est en été, les conditions sont très limitantes. En plus, comme on a de l'eau qui chauffe, ça aide aux proliférations algales. Une lame d'eau qui est étalée, comme un plan d'eau, c'est de l'eau qui chauffe, qui s'évapore. Un plan d'eau peut perdre jusqu'à 3 à 4 litres par seconde et par hectare. Donc en fait, un plan d'eau n'est pas une réserve d'eau. Un plan d'eau, c'est plutôt une perte d'eau. Donc, la lame d'eau étalée, la nappe qui s'enfonce, mais malgré cela, l'activité agricole, la céréale, elle n'a pas beaucoup pris dans la région, parce qu'on est quand même assez haut en altitude. Donc, ça ne l'a pas fait. Et on voyait plus les conséquences que les avantages. Et les conséquences, elles étaient toutes simples. C'est que l'été, il n'y avait plus d'eau dans le Drugeon. Il n'y avait plus d'eau du tout, il séchait. Ce qui n'était fait pas du tout naturel, pour le coup. Voilà à quoi pouvait ressembler le résultat des travaux de rectification, ça s'appelait comme ça, donc suite au remembrement agricole. On a mis le Drugeon dans un canal totalement rectiligne et homogène. Oui, vous voyez que sur cette diapositive, sur cette photo aérienne, il y a les fantômes des méandres qui sont encore un peu visibles. Donc très simplement, les travaux ont consisté, donc en 1997, c'est des travaux qui ont été entrepris par l'Épage Audoux-Haute-Loup, une structure d'aménagement, un syndicat de rivière si vous voulez. Et en fait, les travaux ont consisté tout simplement à reboucher le lit rectiligne, vous voyez, on ne le voit plus sur cette image de 97, et à remettre les méandres en eau, en faisant un lit beaucoup plus étroit, beaucoup plus serré, de faible gabarit, pour autoriser les débordements fréquents. Donc on a remis le système dans son état naturel en plan, mais également en travers, puisque vous voyez, 20 ans après travaux, à quoi peut ressembler le Drugeon, on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus fonctionnel. Alors, vous voyez des zones de resserrement avec des vitesses de courant élevées. Derrière, on a des zones où ça creuse un petit peu avec ce qu'on appelle une mouille, où il y a les poissons qui peuvent venir se mettre ici en poste pour attraper les insectes qui dérivent. Et vous voyez surtout que les berges sont très peu marquées. On a une connectivité latérale, donc une capacité du cours d'eau à déborder qui est totalement respectée. Et vous voyez que c'est ouvert et tout a repoussé spontanément. Personne n'est jamais venu planter un arbre ici. Et fait important, il y a toujours une activité agricole dans ce lit majeur. Il y a toujours des paysans qui viennent faucher, mettre des vaches, pâturer. Il n'y a aucun souci vis-à-vis de ça. Pourquoi c'est un exemple national ? Parce que ça n'a pas été fait sur juste 1 kilomètre ou 2. Le Vallée du Drugeon, ça fait 25 ans qu'elle est en cours de restauration. Petit projet par petit projet, kilomètre par kilomètre. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en une fois, en un coup. Ça prend du temps, c'est sûr. Mais en 20 ans, il y a 71% du linéaire du Drugeon qui a été restauré. Soit à peu près 31 km, donc sur les 40 qui faisaient à peu près. 31 km restaurés. Et le dernier point, et j'insisterai beaucoup là-dessus, qui fait que le Drugeon est un exemple national, c'est la qualité de son suivi écologique. C'est-à-dire que ni vous, ni moi, ni personne n'est à même de donner son avis sur la qualité d'un projet de restauration sans avoir des mesures de terrain efficaces, des preuves en fait chiffrées des gains apportés par les travaux. Et pour ce faire, il faut faire un suivi écologique efficace et précis. Donc, avant travaux, on a fait des mesures de la capacité d'accueil. Il y a des protocoles qui existent qui permettent en gros de compter le nombre de caches à poissons. Et les travaux de restauration ont été entrepris et après on est revenu et on a fait des mesures de la capacité d'accueil. On le fait même régulièrement, tous les 3 à 5 ans, il y a des mesures qui sont entreprises puisque des projets continuent. Donc les travaux de restauration, on est à même de dire qu'ils ont pu multiplier la capacité d'accueil en moyenne par 2,5. Donc s'il y a plus de cachettes à poissons, théoriquement il y a plus de poissons. C'est le cas. Là encore, il y a des mesures très précises qui ont été effectuées, des dizaines et des dizaines de pêches électriques qui se répètent dans le temps, avant travaux et après travaux, et qui permettent de dire qu'après les travaux de restauration, la biomasse de poissons attendue sur le bassin versant, il ne s'agit pas de parler de poissons non indigènes qui arrivent à se développer, ou même de poissons peu résistants aux conditions du milieu. On parle vraiment des truites et de ces espèces accompagnatrices, dans le cas du Drugeon. On a pu multiplier la biomasse quasiment par 2. Alors vous pouvez dire, ouais, c'est un peu moins que la capacité d'accueil.
Eh ben, c'est normal, c'est parce que malheureusement, si la qualité physique du drugeon s'améliore avec le temps, sa qualité d'eau, eh ben elle continue d'être dégradée, elle continue d'être mauvaise, donc ça bride un petit peu les gains écologiques qu'on est en droit d'attendre. Mais ils travaillent beaucoup là-dessus en ce moment. Donc, plus de cachettes, plus de poissons, mais quid de la ressource en eau, puisque c'était quand même ça le sujet de départ? Eh bien, là encore, il y a des travaux, il y a un suivi qui a été mis en place pour mesurer la hauteur de la nappe dans le sol. Donc concrètement, on met des tubes, on enfile des tubes dans le sol, et puis ils vont se remplir d'eau, et puis on a juste à mesurer un petit peu le niveau d'eau qui est présent dans le tube. Et vous voyez qu'avant travaux, en moyenne, la nappe se situait 45 cm sous la surface du sol. 45 cm sur la surface du sol, si on tire un trait et qu'on imagine que là c'est le niveau de la rivière, vous vous asseyez au bord, vos pieds ne touchent pas l'eau. Donc si vos pieds ne touchent pas l'eau, les arbres ils vont pas faire des cachettes pour les poissons. Donc le cours d'eau, il ne peut pas déborder facilement, donc il se creuse. Enfin, il y a des nombres un peu critiques comme ça qu'il faut retenir, puisque après travaux, on a continué le suivi. Hein, vous voyez, depuis 2001 jusqu'à 2017, ça continue. Et ben, la nappe, en moyenne, elle est remontée de 20 cm. Alors on peut se dire 20 cm, tout ça pour ça, c'est pas beaucoup. Eh ben déjà, on n'est plus à 30 cm de berge, donc cette fois, vos pieds, quand vous êtes au bord, ils touchent l'eau, donc les arbres, ils ménagent des caches pour les poissons, donc le cours d'eau, il peut déborder, donc le cours d'eau, il ne creuse pas, il ne s'enfonce pas, il a retrouvé son processus dynamique naturel. Et en plus, 20 cm, il faut bien s'imaginer que c'est 20 cm de haut, oui, mais à l'échelle de la vallée, donc sur 31 km de long, au moins, et sur toute la largeur de la vallée. Donc c'est des milliers et des milliers de mètres cubes d'eau qui ont été redonnés à la rivière. Et outre nos mesures scientifiques, il y a des faits quand même assez intéressants. C'est que maintenant, on a des cours d'eau qui s'assèchent de plus en plus, notamment le Doubs, je vous ai dit, le cours d'eau dans lequel se jette le drugeon. Eh ben, le drugeon, lui, il ne sèche plus du tout. Les étés ont beau être plus secs, il n'y a plus du tout d'assecs qui sont constatés. Le Doubs sèche, mais plus le drugeon. Et on parlait de température. La température, au fur et à mesure des projets, la température de la rivière, alors qu'on parle de réchauffement climatique, eh bien, la température de l'eau, elle continue de diminuer. En moyenne, la température est descendue de 4 à 5 degrés sur le drugeon grâce aux travaux de restauration. Un autre exemple, un peu plus local pour vous, c'est la restauration du marais de Fagnières à Thoiry. Donc c'est pas loin d'ici, c'est dans l'Ain, dans le pays de Gex, juste au pied du Jura. Il y avait un marais qui était dysfonctionnel puisqu'il avait été, le cours d'eau qui le traversait avait été totalement rectifié, comme vous le voyez là, enfoncé, surélargi, donc en des conditions de vie homogènes. Il y a toujours un petit peu de truites qui se baladent, mais en fait, elles ont bien du mal à se maintenir parce qu'il n'y a pas de cachette, il n'y a rien. Et donc, quand on s'asseyait au bord, nos pieds ne touchaient pas l'eau, il y a plus d'1 mètre de berge. Le marais ne fonctionnait pas bien, parce que typiquement un marais, c'est vraiment une zone humide, une réserve d'eau. Donc le niveau d'eau dans le sol, vous voyez, c'est le niveau qu'on voit dans la rivière, eh ben, il était 1 mètre en dessous. Donc là, il n'y avait plus vraiment d'espèces adaptées aux zones humides, en tout cas plus beaucoup. Et les travaux qui ont été entrepris par le Conservatoire d'espaces naturels Rhône-Alpes, eh ben, ont repris un petit peu le principe que je vous ai montré. Donc on a rebouché totalement le lit rectiligne, vous voyez, on n'a plus aucune trace. Et on a repris les anciens méandres qui étaient soit présents sur carte, soit on en a recréé des nouveaux de gabarit équivalents par rapport aux pentes de la vallée et au débit qui s'écoule. Et vous voyez que c'est un tout petit lit guide qui a été creusé. On est juste 2 mois après travaux. Hein. C'est vraiment un tout petit chenal. C'est quelques dizaines de centimètres sur quelques dizaines de centimètres. Et spontanément, en quelques mois, 2 mois après travaux, donc il y a déjà la végétation qui a repoussé spontanément. Il n'y a personne qui est venu rien planter, encore une fois. Et 3 ans après travaux, voilà ce que ça peut donner quand on regarde le fond de la rivière. Donc, comme je vous l'ai dit, la rivière, elle a travaillé avec ses débits un petit peu classiques. Elle s'est élargie juste ce dont elle avait besoin à certains endroits, comme ici. Elle a fait ce qu'on appelle un radier. C'est une zone courante avec des vitesses élevées, peu de profondeur d'eau. Et puis en amont, du coup, elle a plutôt eu tendance à venir creuser un petit peu, se faire ce qu'on appelle une mouille, là où les poissons peuvent se cacher. En plus, il y a une berge qui est connective. Donc là, on voit des racines qui touchent l'eau et donc qui permettent d'abriter le poisson. Et sur les côtés, vous voyez que la végétation de zone humide, elle est spontanément revenue également. Quand on regarde un petit peu vue du ciel, voilà ce que ça peut donner. Donc je vous ai fait apparaître sur un pointillé blanc l'ancien lit dysfonctionnel,
puisque du coup, on n'en voit plus du tout la trace quand on est sur le terrain. Et vous avez le lit méandriforme. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, outre les méandres, c'est vraiment le fait que l'ensemble du système est remonté et donc que la nappe est remontée. Et là également, il y a un suivi écologique qui a été mis en place, mais c'est des travaux qui ont moins de 3 ans, donc les données ne sont pas encore présentes, puisque, par exemple, pour le poisson, il faut à peu près 3 ans pour recréer une population de poissons stable. Donc les pêches électriques, par exemple, n'interviennent que 3 ans après travaux. Donc c'est des données qui ne vont pas tarder à arriver pour voir si, effectivement, les travaux qui ont été entrepris ont servi à quelque chose ou non. C'est très important de pouvoir montrer cela. Un dernier exemple, si j'ai encore le temps, c'est la restauration de la Vendeline dans le territoire de Belfort. Donc où là, le cours d'eau avait également été rectifié, recalibré, enfoncé, et une petite nouveauté, perché. C'est-à-dire qu'il ne coule plus du tout dans son fond de vallée. Le fond de vallée est là. Donc naturellement, c'est le cours d'eau qui avait creusé ce fond de vallée. Mais il n'est plus là. On l'a mis sur le côté. Alors pourquoi on l'avait mis sur le côté? Pour gagner des terres agricoles. Et puis également, c'était une technique un petit peu agricole à l'époque. C'est qu'on perchait les cours d'eau pour que des fois, on puisse stocker de l'eau, ouvrir des vannes et que ça vienne inonder un petit peu le fond de vallée quand on en avait besoin. Mais ça, c'est quelque chose qui ne se fait plus du tout. C'était il y a des siècles. Et du coup, ce cours d'eau, vous voyez, très large, déconnecté, des conditions de vie totalement homogènes. Donc normalement, vous devez commencer à imaginer qu'il n'y a pas une grande biodiversité là-dedans. Je peux même vous dire qu'il y avait des perches-soleil, des choses qui n'ont rien à faire ici, qui parvenaient juste à se maintenir. Et donc le projet a consisté à remettre le cours d'eau dans son fond de vallée en faisant des méandres, en retrouvant les anciens méandres qui étaient présents sur carte. Et là, on a un petit peu plus de recul. Ça fait 6 ans que les travaux ont été effectués par le conseil départemental du territoire de Belfort. Et vous voyez que, alors qu'on avait fait un liquide, quelques dizaines de centimètres sur quelques dizaines de centimètres, le cours d'eau par lui-même s'est recréé son gabarit d'équilibre. Donc à des endroits, il est resté assez resserré, comme ici, ce qui fait qu'il y a des accélérations possibles. Quand on resserre à un endroit, ça augmente la vitesse. Et du coup, à l'arrière, ça dissipe un peu l'énergie. Donc là, il y a une zone un peu plus profonde avec moins de vitesse de courant. Ici également. Et surtout, vous voyez que la berge, elle est très peu présente. Il n'y a quasiment pas de berge. Et là encore, il y a une activité agricole qui persiste. Il y a un agriculteur qui vient faucher et qui, des fois, lâche ses bêtes. Voilà, j'en ai fini. Enfin, on a fini pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à l'association Sinusi. Donc, il nous reste 5 minutes pour les questions. Donc, si vous avez des questions. Merci de votre exposé. Je voulais simplement savoir s'il y a une corrélation entre une renaturation d'un cours d'eau et l'amélioration de la qualité de l'eau. Vous l'avez un petit peu évoqué. Il y en a une, mais je ne vous cache pas qu'elle est très faible. C'est-à-dire qu'en augmentant le linéaire d'eau courante, quand on refait des méandres, finalement, on allonge le trajet de la rivière. On l'a mis vraiment en ligne droite. Et donc, en refaisant des méandres, on allonge son linéaire. Et donc, on dit qu'on augmente sa capacité d'auto-épuration, puisque naturellement, les arbres, les plantes qui sont sur les côtés vont venir un petit peu filtrer ce qui arrive. Mais je ne vous cache pas que la qualité, quelle que soit l'ambition du projet de restauration, on en a parlé sur l'air, si on a une eau de très mauvaise qualité qui coule, malheureusement, les résultats, ils sont grévés, ils peuvent être même totalement masqués par la qualité d'eau. S'il y a un changement de qualité d'eau, maintenant, si la qualité d'eau, elle reste constante, qu'elle soit mauvaise ou pas, des projets de restauration vont forcément améliorer les choses quand même. En augmentant la qualité de l'habitat, on retrouvera peut-être pas nos espèces typiques. On retrouvera peut-être pas les espèces les plus sensibles à la qualité d'eau, mais en tout cas pour les autres, il y aura beaucoup plus de biomasse, il y aura beaucoup plus de poissons. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une ville pas très agréable où l'air est un peu putride. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, mais si vous augmentez le nombre de logements, il y aura les habitants les plus adaptés, quoi, les moins sensibles. Mais il y en aura un peu plus quand même. Il y en aura plus. Donc il y aura des gains, mais malheureusement, ça ne sera pas comme avant à cause de la qualité d'eau. Il faut faire très attention à ça. La qualité d'eau va vraiment venir conditionner la réussite d'un projet, c'est vrai. Donc la catastrophe qui a abouti à ces 71% d'extrusion des zones humides, si l'on veut reparler du contexte récent, on peut dire que cette histoire de marmites qui vont puiser l'eau dans les nappes phréatiques pour les utiliser à des
des utilisations particulières, c'est un procédé qui ne peut que dégrader encore plus. C'est la fuite en avant, on va dans le mur si on continue ça, quoi. Vous parlez des bassines, c'est ça, j'imagine? bassines, oui. Ouais. Oui, alors c'est une fausse solution malheureusement, puisque comme je l'ai dit, l'eau qui est à l'air libre, qui stagne, c'est de l'eau qui chauffe. L'eau qui est courante, elle va garder sa température usuelle, elle va moins s'évaporer. Mais de l'eau qui est stockée comme ça, elle s'évapore. Peu importe la température, il n'y a pas une relation qui est absolument proportionnelle entre la température de l'air et la température de l'eau. Passer un certain cap, ça a beau chauffer, voilà, ça s'évapore pas beaucoup plus. Mais en tout cas, ça s'évapore, et ça s'évapore fort, de 3 à 4 litres secondes par hectare. C'est énorme. On parlait des débits d'étiage de l'air, 10 litres secondes. Donc 3 à 4 litres secondes qui s'évaporent, eh ben, c'est la moitié du débit. Donc sur les petits systèmes, faire des grosses retenues, ça ne peut que aggraver la situation, en tout cas pour l'aval. Il peut y avoir les cours d'eau qui sèchent complètement. C'est des phénomènes qu'on observe classiquement, ça. On va prendre une dernière question de notre agriculteur riverain de notre rivière l'Air, qui, je pense, a des interrogations face au projet à venir. Oui, rien à voir avec l'agriculture. Simplement, qu'est-ce que vous pensez des zones de promenade dans ces zones de renaturées? Parce que là, dans les exemples que vous avez montrés, il n'y a aucun chemin pour les piétons. Est-ce que c'est vraiment compatible Oui, en fait, tout dépend de ce qui est fait, effectivement. L'idée, c'est de recréer... Ça dépend un petit peu du contexte. Là, quand on parle du marais de Fenières, par exemple, typiquement, ils auraient pu faire un chemin pédagogique en caillebotis, vous savez, en passerelle boisée qui surplombe un petit peu le marais pour éviter à la fois que les gens aient les pieds mouillés, puis à la fois de venir enfoncer, tasser le sol et faire des trous d'eau artificiels. Donc, c'est des choses qui se font. Effectivement, sur ces projets-là, il n'y en a pas, mais il y a plein d'autres projets où il y a des chemins pédagogiques qui sont mis en place avec des observatoires pour oiseaux, des fois des petites pancartes qui expliquent un peu ce qui a été fait, les gains, etc., etc. Donc, c'est totalement possible de l'envisager. Mais comme le reste, il faut que ce soit réfléchi. Il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. Donc, Joël Philippe, ambassadeur de l'Air et la Fédération de pêche de la Haute-Savoie. Vous avez parlé de colmatage du fond de la rivière. Quelle matière vous allez utiliser? Parce que nous, on a un gros problème avec ça. On a des empierrements, mais ils veulent être supprimés. Alors qu'en réalité, c'est finalement la meilleure solution. Quelle matière vous allez utiliser pour colmater? Après, j'aurai une question, mais je suis un peu étonné que vous fauchez les zones humides, alors que c'est des refuges pour la biodiversité. Et j'ai un peu de peine à croire que vous fauchez à ces endroits-là. Alors, pour la première question, on ne parle pas de colmatage, on parle de comblement, parce que l'idée, c'est vraiment de venir reboucher. Donc, on rebouche avec ce qu'on appelle techniquement de l'horizon B, mais c'est classiquement de la terre mélangée à des galets, à des graviers. C'est ce que vous extrayez quand vous créez une maison, ce qui est les matériaux qui sont extraits. Et bien ça, pour les projets de restauration, c'est recherché. On manque un peu de ces matériaux pour venir justement restaurer et remettre ça pour venir remettre à niveau tout le terrain. Donc les empierrements dont vous parlez, je ne vois pas bien lesquels c'est. Si c'est les renforts de berge qui étaient mis sur les côtés, il faut bien se rendre compte qu'un renfort de berge, c'est la conséquence de quelque chose. C'est parce que le cours d'eau gratte, ne peut plus déborder, qu'on a mis des renforts de berge, puisque la berge s'érode et du coup s'effondre, et c'est pour prévenir ça. Donc si on remet le système comme il faut et qu'on lui permet de dissiper son énergie latéralement, il n'y a pas de renforts de berge qui sont nécessaires. Il faut juste qu'il n'y ait plus de berge. Non, nous, c'est le fond de la rivière, c'est des empierrements qui ont été faits dans les années 30. Vous avez remis des caches à poissons un peu, c'était ça quoi l'idée. Oui, mais on se rend compte que le fond ne s'est pas creusé et que l'eau n'a pas rejoint la nappe phréatique directement, ce qui a permis la survie des poissons, notamment cet été avec une période de sécheresse exceptionnelle. Et aussi la protection des arbres et de la végétation ont empêché l'évaporation de l'eau. Il est clair que l'ombrage a un rôle dans le fait que l'eau ne s'évapore moins. C'est évident, quand vous êtes à l'ombre, vous avez moins chaud que quand vous êtes en plein soleil. C'est important et à tenir compte pour notre projet de renaturation, de ne pas trop couper les arbres. Alors malheureusement, comme dans nos projets à nous, des fois c'est inévitable. Il est évident que des projets comme ça ne se fait pas un dimanche matin en famille avec une petite pelle et un seau. C'est des machines qui viennent, des pelleteuses, des tracteurs, c'est des bulldozers. Ça nécessite des moyens qui sont considérables. Mais l'idée est vraiment de redonner
de réenclencher des processus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait instantanément, mais si vous remettez le cours d'eau dans les conditions dans lesquelles il était à l'origine, eh ben, il va pouvoir refaire des arbres qui, cette fois-ci, seront beaucoup plus fonctionnels. Il faut juste attendre un peu, quoi. C'est sûr. Maintenant, il y a des arbres, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas couper des arbres qu'il n'y a pas besoin de couper. Nous, sur les projets de restauration que je vous ai montrés, je fais n'importe quoi. Pas grave, ça me ressemble assez, ça. Et ben, il y a des arbres qui ont été conservés. Vous voyez qu'en 6 ans, on n'a pas refait ça, quoi, hein. Il a été gardé, cet arbre-là, par exemple. Celui-là aussi, il y en a un qui est là, c'est un aulne, il a été conservé. Une eau qui se réchauffe, on a la mortalité des truites à partir de 25 degrés. Ouais. Il y a aussi la truite qui ne se reproduit pas, parce qu'à plus de 25 degrés, elle n'arrive Elle meurt. pas à expulser les œufs. Elle meurt. 25 degrés, elle meurt même. Aussi pour cette raison, parce qu'elle n'arrive pas à expulser les œufs. Non, même pas. Elle meurt. Elle meurt. La truite adulte meurt. Donc 25 degrés, vous n'avez plus de truite normalement. Okay. Donc l'histoire de l'expulsion des œufs, bon, ça se fait plutôt en hiver. Hein, donc il n'y a plus vraiment 25 degrés. Mais entre 19 et 25, par contre, c'est ce que disait Sixtine, elle va avoir du mal à se déplacer, du mal à s'alimenter. Enfin déjà, dès 19 degrés, 18 même, c'est déjà compliqué pour elle. Après, donc, on constate que on n'a pas de reproduction de truites en aval des stations d'épuration à cause de la pollution, où dans cette pollution, vous avez 40-50 produits chimiques, notamment les hormones, qui empêchent la reproduction. Nous, sur l'air, là, on a de la reproduction naturelle qu'on a constatée sur les affluents en amont, et qu'en aval de la station d'épuration et haute pollution, on n'a pas de reproduction naturelle. Et c'est pour ça que sur ces parcours, on lâche de la truite de portion adulte, qui n'est pas fait pour rester dans la rivière à cause de la pollution et à cause aussi de l'assèchement à sec. Oui. La rivière qu'on a constaté gravement cette année, quoi. Bah, si elle n'est pas là, c'est qu'il y a bien une raison. Donc effectivement, c'est soit elle manque de cachette, soit carrément elle manque d'eau, comme vous avez dit. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de poisson. Hein. C'est le truc le plus simple. Mais les poissons, le minimum dont ils ont besoin, c'est de l'eau déjà. Puis si l'eau, elle n'est pas suffisamment de bonne qualité, effectivement, là encore, ça peut avoir des impacts. Effectivement, c'est ce que je vous disais. C'est pour ça que quand vous voulez faire un diagnostic, il faut regarder vraiment à plusieurs endroits et chercher plusieurs choses. La qualité d'eau, la qualité physique, donc le nombre de cachettes qu'il peut y avoir, compter les poissons, tout ça, c'est important de le faire tout le temps. Avant, après restauration, et même continuer dans le temps, puisque si vous faites d'autres projets, j'en sais rien, vous avez renaturé côté suisse, vous allez renaturer côté français, si vous faites encore d'autres choses en amont, ben c'est important de revenir, de suivre en aval, si ce que vous faites en amont a des gains pour l'aval. Ça, c'est quelque chose qu'on mesure sur le Drugeon, donc c'est pour ça qu'il faut faire des suivis. Mais il y a la Fédération de pêche de la Haute-Savoie qui pose des sondes un peu partout, qui s'occupe des rivières du Genevois, et il s'occupe aussi de la renaturation de l'air, qui sont là pour nous conseiller et pour que notre projet soit une réussite. Donc ils ont fait des pêches. Oui, bien sûr, ils font des prélèvements. Vous allez avoir des données déjà à comparer après. Voilà, c'est super.